Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable sans décor. Je suis Stéphane Vivaliste et je suis content de vous revoir aujourd'hui pour parler d'un sujet tabou au sein de tellement de projets autonomistes, et c'est le sujet de l'argent, des sous, des euros, des revenus, bref, du pouvoir d'achat. Bref, passons. Comme toujours, nous allons parler de ce qui fâche et met mal à l'aise. Car il faut le dire, l'argent est pour beaucoup de personnes un immense tabou. L'argent est pour beaucoup quelque chose de sale. Et si je décide d'en parler aujourd'hui, c'est parce que je vois beaucoup trop de projets autonomistes échouer, car ils détestent ce sujet de l'argent qui pourtant est central. Car vouloir développer un projet de vie, d'autonomie sans avoir un rapport sain avec les finances, c'est comme vouloir faire un potager sans se salir les mains, sans avoir de la terre sous les ongles. Bref, si on ne veut pas affronter de face la réalité, eh bien son projet tombe complètement à l'eau. Alors je sais que c'est très bourgeois que de mépriser l'argent, de regarder de haut celles et ceux qui souhaitent en gagner, mais voilà, si on veut créer un projet dans le réel, il faut tenir compte du réel dans son ensemble, et donc aussi des finances, de l'argent. Alors oui, je sais que le but de l'autonomie est de ne plus avoir besoin d'argent et de tout produire soi-même, mais dites-vous que vous aurez, on va dire, toujours besoin d'argent, ne serait-ce pour payer vos impôts locaux et vos frais fixes, comme diverses assurances, le téléphone, Internet et quelques biens de consommation comme du sel ou quelques habits, et je ne parle pas pour acheter, installer ou remplacer votre matériel d'autonomiste. Car normalement, vous ne savez pas produire vous-même un panneau solaire, vous ne savez pas produire une batterie par vous-même, vous ne savez pas produire des câbles par vous-même, etc. Sans parler évidemment qu'installer par exemple une cuve en béton de récupération d'eau, d'eau de pluie, coûte très cher. Ça coûte autour des 10 000 € pour une petite cuve un peu sérieuse, et ce n'est pas avec du troc que vous pourrez l'acquérir. Donc au début de tout projet, il faut des finances pour acheter des biens, une maison, une voiture, un cheval, des outils. Bref, avant de se lancer dans l'autonomie, il faut des finances solides, car l'erreur que font beaucoup est de vouloir commencer petit, simple, rustique, et d'agrandir et améliorer petit à petit. Mais comme le moindre truc coûte très cher, forcément, sans revenu sérieux, vous n'améliorerez pas grand-chose. Et vendre 3 légumes sur un marché ne rapporte pas tant que ça. À moins de faire ça, on va dire, à plein temps et de ne vivre que pour cultiver. Ce qui ne laisse évidemment pas grand temps disponible pour travailler à votre autonomie. Donc, si on réfléchit logiquement, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut commencer gros et grand et petit à petit réduire. Ainsi, on commence par acheter son lieu de vie, car ça c'est très coûteux, et une banque ne va pas prêter, ne va prêter que si vos finances sont solides, disons-le. Donc en fait, il est préférable de ne pas faire de dettes et d'économiser pour acheter directement, car quand on a des dettes, on n'est pas autonome et libre. On est la chose, on est la petite salope de la banque qui peut décider d'un claquement simplement de doigts de vous mettre à la rue. Alors je sais que c'est facile à dire, mais moi je l'ai bien fait pendant 10 ans, où je me suis privé de tout, travaillé comme un taré, et j'y suis bien arrivé. Donc si un chat de gouttière comme moi peut y arriver, alors vous aussi. Mais pas sûr qu'il vous reste 10 ans avant l'effondrement. Car c'est ça, on va dire, c'est un peu une autre histoire. Bref, en commençant gros, on peut dépenser plus de 10 000 € pour faire installer une cuve en béton, car le béton, ça reste longtemps en place et ça absorbe l'acidité de l'eau. Et donc, grâce à cet investissement lourd,
avec un système de filtrage correct, eh bien votre facture d'eau va se réduire. Et en même temps, vous allez travailler à la réduction de votre consommation. Faites ensuite la même chose pour l'électricité. Donc là, vous avez fait de grosses dépenses qu'il faut bien financer et payer. Ensuite, investissez dans l'isolation de votre lieu de vie. Car ça aussi, c'est un travail de professionnel qui ne s'improvise pas et qui coûte très cher. Et cela va vous permettre de réduire votre consommation et facture. Et si vous vous débrouillez bien, vous pourrez même vendre une partie de l'électricité que vous produisez à EDF, ce qui vous donnera un petit revenu régulier, autonome, durable. Il ne faut pas négliger ce genre de petits revenus, car l'autonomie, c'est aussi l'autonomie financière. Voilà. Ensuite, investissez dans une pompe éolienne pour monter l'eau, pour irriguer vos cultures ou maisons. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Car à ce stade, vous avez fait les grosses dépenses, les gros investissements. Donc maintenant, votre but va être de mettre en place de manière sérieuse une capacité de production de ce dont vous avez besoin au quotidien. Allant évidemment de produire de la nourriture à produire le bois pour votre cuisine et chauffage. Et le but va être d'investir dans des outils durables coûteux pour vous faciliter la vie, car des outils spécifiques vont vous permettre de faire le travail plus vite et de manière moins pénible physiquement. Et oui, comme on vieillit chaque jour, il ne faut pas négliger de chercher à nous alléger le travail physique quotidien. Il faut aussi chercher, il faut aussi acheter les bocaux pour les stocks, etc., etc. Bref, même si vous êtes loin de votre projet, vous aurez quand même des dépenses fixes comme les filtres à eau à remplacer de manière régulière. Vous aurez vos impôts locaux, vos assurances, Internet, le veto pour vos animaux si vous en avez, etc., etc. Donc vivre dans un monde sans argent est complètement irréaliste. Et vivre avec un RSA n'est pas réaliste non plus. Car vous allez avoir besoin de beaucoup plus qu'un RSA pour, d'une part, vivre et d'autre part, investir dans votre projet d'autonomie. Alors j'entends déjà les cris de vilaines qui disent que tout devrait être gratuit et les refrains sur l'entraide et tout le tralala, on les connaît, mais nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. L'entraide a ses limites et une des grosses limites de l'entraide gratuite est le monde professionnel. Si vous avez besoin d'un produit ou d'un service professionnel, vous allez devoir payer avec de l'argent, car le bricolage gratuit d'entraide est de l'amateurisme. Et on ne construit pas un projet sérieux d'autonomie avec de l'amateurisme. On n'est plus du tout au Moyen-Âge. Un tel projet est soit professionnel et sérieux, soit ça tombe à l'eau. Et c'est bien pourquoi malheureusement, plein de petits projets d'autonomie tombent à l'eau, car très mal pensés à la base et surtout très mal anticipés sur le plan financier. Si votre projet n'est pas carré, ça ne fonctionnera pas et il faut le réaliser. Donc, je le dis et je le répète, il ne faut pas rêver l'autonomie, il faut le planifier rationnellement. Et si vous n'avez pas une capacité financière stable, vous n'y arriverez pas. Donc, il vous faut des revenus pour investir sérieusement dans votre projet. Et oui, la liberté, l'autonomie n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas accessible aux chômeurs, aux personnes qui sont au RSA, au SMIC. Eux n'y arriveront pas seuls d'eux-mêmes. Il faut le réaliser, et c'est horrible ce que je dis, mais c'est simplement la vérité nue et froide. Après, il y a un autre rêve qu'il faut oublier, et c'est de rejoindre un écolieu aux communautés, car presque 90%, voire plus, de ces initiatives coulent et échouent, parce que les projets sont à la base très mal conçus, très mal pensés, et les égos des uns et des autres font effondrer les projets. Et je ne parle pas du manque profond de règles et de sanctions pour structurer et organiser la vie en micro-sociétés. Et oui, la paix et l'ordre ne viennent pas de soi. Il faut l'appliquer par une forme de violence. Et cette violence peut s'appeler la loi ou la pression sociale. Donc la violence n'est pas forcément physique. Comprenez-moi bien, mais sans loi, sans sanction appliquée
il ne peut y avoir de paix et d'ordre. Dites-vous que chaque ego va toujours chercher les frontières. Et si les frontières ne sont pas clairement établies, eh bien ça finit en conflit d'ego. Et c'est entre autres ce qui fait couler quasiment tous les projets de communauté alternative. Sans parler que ce genre de communauté n'est pas gratuite. Il faut bien participer à l'achat de la ferme, par exemple, comme il n'y a en général pas un seul propriétaire. Forcément, les coûts sont mutualisés et donc il faut pouvoir sortir de fortes sommes et là encore, il y a une sélection par l'argent. Sans parler que ce genre de projet attire énormément de déclassés, de vieux ou de profs de yoga qui ne sont pas connus en général, je dis bien en général, pour pouvoir fournir un immense travail physique quotidien, alors qu'un projet d'autonomie est avant tout un immense travail physique quotidien. Donc, si le matériau humain à la base n'est pas excellent non plus, ajouté à un projet mal conçu et mal pensé, forcément, on atteint des taux d'échec proches de 90%. Alors, je sais que ce que je dis va choquer, mais je ne fais que dire les choses, je dis la vérité, je décris la réalité parce que dites-vous que le principe de réalité viendra toujours tôt ou tard frapper à votre porte pour vous en mettre plein la gueule, excusez-moi l'expression. Donc moins vous faites l'autruche et moins vous allez en baver, donc c'est un service que je vous rends. Alors vous allez me dire, à juste titre, qu'il est facile de critiquer, facile d'analyser, mais concrètement, que proposes-tu? Que fais-tu toi? Alors déjà, moi je suis en train de créer et de mettre en place le royaume, qui est le fruit de plus de 11 ans de travail personnel, on va dire bien 11 ans maintenant, et je commence à ouvrir le royaume aux autres. Et la solution que j'entrevois est bien celle-là. C'est une personne qui prend les risques et investit dans le dur et donc devient le chef. Puis crée avec ses proches une loi et un contrat social clair et ensuite va développer son réseau puis s'ouvrir aux autres. Je m'explique. Pour le moment, je vais développer la capacité d'accueil du royaume pour l'effondrement. On commence par les bases, avoir un lieu où se mettre à l'abri quand les horreurs de l'effondrement vont commencer, puis de mettre en place une capacité de production et de service. Ainsi, je vais construire en premier un fort pour garantir la sécurité physique. Je vais commencer par mettre en place ensuite un hôpital de campagne pour un minimum de couverture médicale et chaque membre doit venir avec 1 an de nourriture pour qu'on puisse tenir jusqu'aux premières récoltes. En même temps, on mettra en place un grand système renouvelable d'eau potable. Ainsi, à la base, on aura un lieu fortifié où on aura une couverture médicale, de l'eau potable en abondance. On aura une communauté équipée et armée et des règles claires. Donc tout ce qu'il faut pour une micro-société post-collapse. Donc dans la première étape du royaume, on sécurise la gestion d'un effondrement violent. Ensuite, la seconde étape, qui est déjà commencée, va être de tisser des liens avec des autonomistes et survivalistes locaux, isolés, et des chasseurs par exemple. Ainsi, le royaume s'est rapproché de David et de la chaîne En route vers l'autonomie et on va travailler à un système de communication entre son projet qui va se transformer en village post-collapse après l'effondrement. Donc lui développe une communauté locale avec laquelle on va travailler, j'espère, surtout avant et surtout après le collapse aussi. Ensuite, je vais essayer d'acheter un petit corps de ferme pour avoir des bâtiments durs pour une meilleure défense et surtout pour avoir un hôpital en dur post-collapse. Car être, on va dire, dans une tente médicale en plein hiver n'est pas idéal, donc on doit améliorer. Et le premier terrain et la ferme seront proches, mais pas, on va dire, côte à côte, pour, on va dire, continuer le travail de maillage du territoire, car le but final est de contrôler, après le collapse, une route vers la mer pour le sel, qui est l'enjeu, on va dire, principal pour la survie, car sans sel, il n'y a pas de survie long terme. Et comme le projet de David est proche de la mer, c'est forcément un allié potentiel et potentiellement très intéressant. Et la troisième étape va être de créer un tissu commercial du réseau du royaume
afin que les membres du royaume et les alliés du royaume puissent avoir accès à une structure plus importante pour vendre leur production locale de chacun. Car l'argent reste le nerf de la guerre, reste le nerf de toute guerre, et ce réseau commercial va dans un premier temps servir à fournir, on va dire, des revenus aux membres, et le but final du royaume est que ce réseau commercial finance l'achat de terres à mettre gratuitement à disposition de permaculteurs, d'acheter des corps de ferme pour que des personnes motivées sans le sou puissent y habiter à bas coût et qui puissent mieux vendre leur production grâce au réseau commercial du royaume. Le royaume sera alors en état d'engager des professionnels pour renforcer notre communauté. Et ainsi, je parle, on va dire, d'herboristes, de médecins, d'un dentiste, mais aussi d'ouvriers, de maraîchers, d'artisans, d'agents de sécurité, et j'en passe. Dans l'idéal, le royaume pourra produire et acheter plein de conteneurs maritimes et les transformer en appartements à mettre à disposition de personnes qui rejoignent le royaume et qui veulent, avant le collapse, vivre de manière, on va dire, plus autonome possible. Donc oui, le royaume a pour ambition de mettre en place un grand réseau humain, de mettre en place, avant le collapse, une immense capacité de production, de distribution et de communication avant le collapse, et surtout de mettre en place un système qui pourra remplacer les services publics quand, et seulement quand, le gouvernement français aura disparu pendant le collapse. C'est un projet extrêmement ambitieux, mais l'effondrement est quelque chose de tellement immense que seul un projet ambitieux pourra répondre aux défis que l'effondrement va nous jeter au visage. Donc voilà, ma réponse et ma solution. Donc en gros, d'arrêter de vouloir jouer solo ou un petit groupe, mais de jouer en masse, en réseau, de manière solide et professionnelle. Vous savez, si on veut un autre type de monde, il faut le bâtir en réseau, et ce n'est pas gratuit. C'est coûteux, coûteux en temps, en travail et en argent. C'est pour ça que l'accès au royaume n'est pas gratuit, car vu le projet, on va avoir besoin de beaucoup d'argent pour professionnaliser, pour organiser, structurer et acheter de quoi mettre en place un système qui puisse aider les autres à vivre autrement, de manière, on va dire, plus libre, plus sain, plus autonome, et surtout d'une manière qui soit prête à affronter les horreurs de l'effondrement. Car plus notre réseau sera construit, et plus le bouclier du royaume sera capable de vous protéger, vous et vos enfants. Non, mais à un moment, il faut dire les choses, et donc, je l'ai dit. Même si ça va faire ricaner les éternels rageux, mais c'est ainsi. J'assume. Donc oui, au début, c'est moi, les cotisants et celles et ceux qui donnent pour le projet, qui vont financer le projet. Et dans les étapes suivantes, ce seront principalement, on va dire, les revenus du tissu commercial du royaume qui financera l'essor et la mise en place du projet, tout en aidant les membres du royaume et du réseau à gagner de l'argent afin de pouvoir vivre libre et de manière la plus autonome possible. Et quand le grand effondrement sera là, au sein de notre réseau et au royaume, on survivra bien, car nous, on sera prêts au grand chamboulement et on sera autonome. On produira en grande partie ce dont on a besoin, et grâce à notre réseau et capacité de communication, personne ne pourra nous agresser et attaquer impunément les membres du réseau et du royaume. On sera, on va dire, un bloc solidaire, et on se serrera tous les coudes afin de tenir et de survivre. Puis après la grande tempête, pour reconstruire, on va dire, dans les meilleures conditions possibles, ce serrage de coudes sera extrêmement important. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'évolution du projet. Et si vous souhaitez nous aider ou rejoindre le royaume, cela se fait via ma page Patreon, Stephen Vivaliste. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!